La suite du Grand Direct, invité ce soir et dans ce studio l'écrivain Pascal Bruckner. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être l'invité d'i24 News. Vous êtes à Tel Aviv pour participer à un colloque organisé par l'association Chibolette qui regroupe des psychanalystes se réclamant de Freud, c'est ça? Pourtant vous n'êtes pas psychanalyste. Et de Lacan aussi, oui, non, mais ils m'ont invité et on va parler ce soir et pendant 3 jours de la Shoah, la vision d'Israël dans la pensée contemporaine. Alors c'est un paradoxe, c'est ça qui est relevé, c'est-à-dire qu'on n'a finalement jamais autant parlé de la Shoah en Europe actuellement, avec des commémorations et beaucoup de monuments pour perpétuer le souvenir. Et puis en même temps, Israël fait l'objet d'une campagne souvent visant à isoler ce pays. Comment vous avez relevé ce paradoxe? Est-ce qu'il faut forcément lier les deux d'ailleurs? Oui, le problème c'est que Auschwitz est devenu par une espèce de mécanisme un peu monstrueux un objet de convoitise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les peuples, toutes les minorités veulent leur génocide, veulent leur Shoah. Et au lieu de nous ouvrir à l'intelligence des crimes de masse, parce que c'est à partir de 1945 qu'on s'est mis à relire le colonialisme, l'esclavage, l'impérialisme, les guerres de conquête, il y a une sorte de compétition victimaire, et notamment dans cette région, mais aussi dans beaucoup d'autres régions, pour faire tomber sur soi la grande lumière du génocide. Et si on peut dire qu'on est un peuple victime d'un génocide ou d'une discrimination épouvantable, c'est comme si finalement on tirait profit d'un événement qui est totalement déshistorisé, qui sort de son cadre réel et qui devient une espèce d'onction, puisqu'aujourd'hui nous vivons sur le plan mondial le triomphe de la pensée victimaire. Alors c'est vrai que les adversaires d'Israël ont beaucoup utilisé la Shoah pour dire oui, c'est une compensation donnée aux Juifs, on leur donne un État parce qu'ils ont vécu la Shoah, ce qu'Israël a toujours combattu. Oui, c'est parce que le mouvement sioniste est bien antérieur à la Deuxième Guerre mondiale, donc il date de la fin du XIXe siècle, il est d'ailleurs calqué sur les nationalismes européens et le monde arabe, évidemment, pense que c'est l'afflux massif de réfugiés juifs après la guerre qui a créé les problèmes, et notamment l'expulsion des Palestiniens. Et simplement, on ne se contente pas de dire que la Shoah a créé Israël par voie de conséquence, mais on dit surtout que les Juifs ont été persécutés par les nazis, ils sont devenus nazis ensuite. Et la nazification des Israéliens permet de judaïser les musulmans qui eux-mêmes se présentent aujourd'hui comme les vraies victimes, ceux qui mériteraient ce titre, et faisant des Israéliens les nouveaux bourreaux, la nouvelle brute blonde, pour parler le langage de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette espèce de renversement me paraît un peu délirant, mais on l'entend tout le temps. Et ça vient de la pensée européenne qui fait cette inversion, parce que les Arabes ont souvent ignoré la Shoah. Pour beaucoup de pays, ça n'a pas existé, tout simplement. C'est un phénomène qui est passé sous silence. Pas en Europe. Oui, mais même si elle a existé, elle doit désormais se faire à leur profit, puisque pour beaucoup, pour les extrémistes en tout cas, pas pour tous, mais pour les extrémistes, ils sont les vrais titulaires d'un génocide qui est ignoré, qui s'appelle la Nakba. Et par exemple, le secrétaire général du Conseil musulman en Angleterre, Sir Iqbal Sakrani, a demandé qu'on supprime le jour de l'Holocauste, qu'on le remplace par le jour du génocide, parce que, dit-il, il faut rendre hommage à toutes les victimes, y compris les victimes arabo-musulmanes du génocide. Alors, comprenne qui pourra, mais il y a véritablement là un combat symbolique qui est très important pour destituer les Juifs de leur statut et y mettre à la place les Arabes, les Indiens, quel que soit le groupe, la minorité ou le peuple qui est candidat à la succession. Mais ça, c'est lié aussi peut-être au fait qu'il y ait de moins en moins aujourd'hui de survivants. Et c'est normal puisque les années passent. Est-ce que vous pensez que c'est ça aussi qui fait qu'on essaie peut-être d'effacer un petit peu ce qu'a été vraiment la Shoah? Ou est-ce que c'est un phénomène orchestré uniquement par les islamistes radicaux? Il n'y a pas que, il n'y a pas que les islamistes radicaux, il y a toute une partie de l'intelligentsia, c'est très fort aussi aux États-Unis, c'est-à-dire que aujourd'hui, les victimes, quelles qu'elles soient, veulent être reconnues. Et pour être reconnues, il faut donc avoir le maximum de publicité. Et au fond, quel meilleur argument publicitaire que de pouvoir se dire
la victime d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de masse. Bouteflika, le président algérien, avait dit que la France avait procédé à un génocide de l'identité algérienne, ce qui ne veut strictement rien dire. Mais bon, l'usage du mot finit invariablement par le banaliser et on oublie les génocides du XXe siècle, les Arméniens, les Juifs et les Tziganes, le Cambodge, les Hutus contre les Tutsis. Et finalement, ce mot finit par être totalement vidé de son sens, ce qui est assez inquiétant. Aujourd'hui, vous avez l'impression que lorsque l'Europe mène une campagne anti-israélienne, justement, à propos de ce qui se passe, par exemple, en Cisjordanie, ou en disant que les Israéliens persécutent les Palestiniens, cela devient une dérive inquiétante et que ça fait rejaillir un antisémitisme de manière conséquente? Enfin, oui et non, parce que l'Europe a toujours été pour, de toute façon, la solution des deux États, avec des frontières reconnues. Donc les décisions européennes n'ont pas beaucoup d'importance, étant donné il faut quand même constater que dans nos pays, et notamment en France, il y a un déclin d'antisémitisme, excepté dans les minorités musulmanes, où il est quand même assez vivace. Et je remarque même l'image d'Israël s'est considérablement améliorée. J'en prendrai juste un exemple. Tous les étés, on a des campagnes d'affichage de l'Office du tourisme israélien. Il y a 20 ans, elles étaient systématiquement déchirées. Aujourd'hui, Israël est un pays qui est rentré dans la conscience mondiale. Il est devenu un pays normal, avec ses défauts et ses qualités. Mais je crois que la haine d'Israël est cantonnée à certaines minorités et à certains cercles de l'université. Mais qu'en ce sens, c'est devenu un pays comme les autres. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors justement, vous êtes en Israël dans une semaine agitée sur ce plan-là, puisque alors que les négociations de paix continuent dans le secret, il y a une deuxième vague de libération de prisonniers palestiniens qui est intervenue et qui suscite un grand débat ici en Israël, parce que beaucoup se disent on libère des personnes qui ont été condamnées pour terrorisme, et en échange, on ne voit rien arriver. Est-ce que vous avez l'impression que ce processus de paix va aboutir dans les 9 mois, comme le demandent les Américains, ou est-ce que c'est encore une utopie de penser qu'il y aura un État palestinien dans 9 mois? Écoutez, si c'était vrai, ce serait un miracle. Mais comme ce conflit dure depuis tant d'années, j'ai l'impression d'être né avec le conflit et qu'on nous promet tous les 5 ans ou 10 ans une nouvelle résolution. Ce qui est vrai, c'est que la paix ne pourra être faite probablement que par un homme de droite. C'est-à-dire que c'est la droite israélienne, étant donné qu'elle fait preuve de fermeté et de souci de l'ordre, a peut-être plus d'autorité pour imposer la paix que n'en avait la gauche, quand il y avait encore une gauche conséquente. Mais là, franchement, c'est-à-dire qu'à force de ne plus rien attendre, peut-être qu'un jour la paix arrivera vraiment, il y aura un accord avec une satisfaction des deux parties. Et là, il faut être très prudent. Je pense que pour l'instant, l'important, c'est que les négociations aient lieu. La négociation est en elle-même un processus de paix. Et au fond, les gestes d'apaisement ne sont pas mauvais en soi, mais bien malins qui pourraient parier sur une issue raisonnable. Non pas une bonne issue, mais une issue simplement raisonnable. Alors, puisque vous parlez d'issue raisonnable, juste à côté d'Israël, il y a un pays qui est déchiré par une guerre civile terrible, la Syrie, depuis 2011. Et là, vous vous étiez prononcé il y a quelques années pour une intervention en Irak, parce qu'à l'époque, on soupçonnait aussi Saddam Hussein d'avoir des armes de destruction massive. Là, Bachar el-Assad en a fait usage. Pourtant, les Occidentaux n'ont pas frappé. Et on a l'impression que là, il s'est rangé à une sorte de raison avec l'intervention des Russes. Est-ce que finalement, ça montre qu'il y a une autre voie possible aujourd'hui que la frappe militaire? Alors, il y avait donc le devoir d'ingérence qui a été théorisé par Mario Bettati et Bernard Kouchner. Et tout d'un coup, ce devoir d'ingérence pose un certain nombre de problèmes au gouvernement et aux opinions publiques. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu qu'en Irak, le renversement du dictateur a amené une lutte confessionnelle entre chiites et sunnites et entre arabes et kurdes. Même si le sort du Kurdistan irakien est extrêmement enviable. C'est une région pacifique, prospère, et il se pourrait que les Kurdes aient trouvé un modèle de cohabitation entre confessions qui pourrait devenir un modèle dans le Moyen-Orient. Mais en l'occurrence, en Syrie, la vraie question, c'est la suivante. Est-ce que vous préférez un barbare à costume-cravate ou un barbare en djellaba et en turban? Et devant les exactions de l'opposition syrienne, surtout l'opposition islamiste, les opinions publiques ne veulent absolument pas intervenir parce que renverser Bachar el-Assad, ça veut dire autoriser le massacre des chrétiens, autoriser le massacre des Alaouites. Et au fond, je crois que l'Occident s'est rangé dans un soutien tacite au dictateur de Damas, qui est un monstre,
mais c'est un monstre avec d'autres monstres en face. Donc ce n'est pas le bien contre le mal, c'est vraiment deux barbaries qui s'affrontent. Et au fond, c'est horrible à dire, mais on connaît Assad, mais on ne connaît pas ceux qui se réclament d'Al-Qaïda, le Front al-Nosra et les autres. Et on est trop échaudé par les printemps arabes pour vouloir intervenir, avec quand même ce bémol très important, et qui, à mon avis, est signe d'espérance. Le coup d'État en Égypte du général al-Sisi montre que les populations musulmanes elles-mêmes sont lassées des islamistes, et ce qui se passe en Tunisie, où le gouvernement d'Ennahda va être obligé de prendre la porte, est là aussi très encourageant, c'est-à-dire que les musulmans sont en train de se dresser contre leurs propres fanatiques pour vivre une religion normale, avec des rites, mais aussi une grande tolérance. Et donc, si vous voulez, l'Égypte et la Tunisie, c'est peut-être la véritable issue des printemps arabes. Mais alors, conscience politique des peuples arabes et musulmans, mais à chaque fois aussi, les urnes ont mis les islamistes au pouvoir. On ne sait pas si elles les remettront encore. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe pour vous de ces peuples qui veulent la liberté puis qui mettent des islamistes à la tête de leur pays ? Oui, parce que les islamistes sont arrivés un peu dissimulés avec des programmes sociaux qui étaient intéressants. C'est vrai que les frères musulmans en Égypte ont toujours beaucoup participé à l'aide sociale. Donc sur ce plan-là, ils étaient très populaires. Mais leur fanatisme, le fait qu'ils aient autorisé des tueries de chrétiens, qu'ils aient autorisé des lynchages de chiites, fait que la population, tout d'un coup, s'est rendue compte du caractère un peu absurde et autoritaire de ces régimes. Et puis, dans les pays arabes, les gens regardent la télévision, ils voient qu'en Europe, en Israël, on vit mieux, qu'il y a plus de liberté pour les femmes, plus de tolérance, plus d'égalité. Et est-ce qu'ils ont envie d'être ramenés à l'ère du califat? Est-ce qu'ils ont envie de revenir en arrière? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut parier sur le bon sens des opinions publiques et que dans tous les pays, il y a un germe de liberté qui ne demande qu'à croître, et qui explique le coup d'État militaire. Alors bien sûr, ce n'est pas un triomphe de la démocratie, et l'armée égyptienne n'est pas non plus un modèle à imiter, mais ce qui est intéressant, c'est l'éjection des islamistes qui étaient présentés comme la solution à la dictature autoritaire. Donc sur ce plan-là, l'histoire nous réserve des surprises, qui ne sont pas forcément celles qu'on attendait. Alors, il y a quelques années, vous aviez critiqué ce concept d'islamophobie qui avait été beaucoup employé après les attentats du 11 septembre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait quasiment plus critiquer l'islam sans être taxé d'islamophobe. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, la situation vous semble avoir évolué un petit peu là-dessus, ou est-ce qu'il y a toujours ce même tabou de ne pas pouvoir attaquer l'islam? Ah non, la situation s'est aggravée. Je pense que les fondamentalistes ont gagné. En tout cas, ils ont gagné une bataille symbolique, une bataille sémantique. Et aujourd'hui, si vous dites par exemple que l'islam est une religion de conquête, chose que l'on dit tous les jours du christianisme, parce que son histoire l'a prouvé, vous êtes suspecté d'islamophobie, vous pouvez être traîné devant les tribunaux, éventuellement recevoir une fatwa. Donc le génie de ce terme, le génie, la trouvaille, c'est d'avoir fait de l'islam la seule religion au monde, la seule, à être absolument intouchable. Il faut la prendre comme un bloc en totalité, sans jamais remettre en question ses dogmes, son exégèse, les lectures qu'en ont fait les différents théologiens au cours de l'histoire. Et imaginons qu'au XVIIIe, au XVIIe siècle, l'Église catholique en France ait traité de racistes tous ceux, Voltaire, Rousseau, Diderot et les autres, qui voulaient remettre en question la toute-puissance de Rome sur les consciences. Mais le christianisme serait resté cette religion très brutale et violente que l'on a connue. Donc, le concept d'islamophobie a été construit pour empêcher l'émergence d'une mentalité laïque et libérale au sein des opinions publiques musulmanes. Et c'est un instrument de police intellectuelle sur les communautés musulmanes qui vivent en Europe. Ouais. Alors en France, on assiste là en ce moment à une remontée de l'extrême droite parce que, toujours pareil, quand il y a la crise, des populations sont stigmatisées. Là, il y a eu cette affaire de la jeune Kosovare Leonarda. Est-ce que pour vous, c'est un éternel recommencement, cette histoire de voir toujours des populations montrées du doigt quand il y a une période de crise économique très forte comme en ce moment, et la France n'y échappe pas de nouveau? Oui, c'est vrai, bien sûr, c'est une tentation dans tous les pays, pas simplement en France, mais même ici, il y a eu le problème avec les Soudanais, les Érythréens, les Éthiopiens qui sont venus en masse à la frontière. Et ça a créé des tensions très fortes. Le problème, c'est que la France n'est pas dirigée.
le gouvernement est inconstant et inconsistant. On fait une loi le samedi, on la change le dimanche matin, puis on en reparle d'une autre le lundi. Et donc il y a un sentiment de désorientation, il y a une crise économique très grave. La France est un pays riche mais très mal géré depuis des années. Et donc effectivement le Front National est en train de monter parce qu'il est la voix de tous ceux qui n'ont pas la voix au chapitre. Mais ça fait aussi 30 ans qu'on annonce la montée du Front National, son arrivée au pouvoir. J'espère qu'on évitera de le voir triompher parce que alors là ce serait la goutte d'eau qui acheverait de briser le vase, car le programme économique du Front National, on dit toujours qu'ils ont des affiliations racistes et fascistes, ce qui est tout à fait vrai, mais surtout leur programme économique est d'une telle nullité, tellement affligeant, que s'ils venaient au pouvoir, du jour au lendemain, nous retrouverions comme un pays du tiers-monde. Donc voilà. Merci beaucoup Pascal Bruckner d'avoir été l'invité d'i24 News et du Grand Direct. Bonne soirée à vous et bon séjour à Tel Aviv. Bonne soirée.